Bonjour, sur la chaîne Histoire Vraie, on a l'habitude de raconter des histoires vraies qui ont un point de départ ordinaire et auquel on rajoute une petite pincée de magie, et c'est tout ce que j'essaye de vous partager. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, c'est Maureen. Bonjour. Et elle va nous raconter justement une histoire qui va vous sembler peut-être banale dans son point de départ et vous emporter un peu plus loin, j'espère, à la fin. Alors Maureen, j'aimerais justement pour le début de cette histoire que tu nous racontes un petit peu le contexte. Quelle est ta situation à l'époque, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, géographique, un petit peu nous situer le contexte, quoi. Alors moi, c'est une histoire de changement de vie qui remonte à il y a 3 ans déjà. Donc cette année-là, en 2019, j'avais décidé de quitter Paris pour la Bretagne. Ça faisait longtemps que tu étais à Paris? Ça faisait 20 ans. Quand même, ok, 20 ans. Okay. Donc c'était pas une petite décision de quitter Paris? Non, c'était pas une petite décision, surtout que j'ai emmené avec moi ma fille sous le bras. Et donc c'était un grand changement de vie et surtout un désir plus qu'ardent de transformer quelque chose. Ouais. D'accord. Et tu faisais quoi comme métier? Je suis styliste, je faisais toujours ce métier-là à l'époque et puis je le suis encore aujourd'hui, je crée des vêtements. D'accord, donc tu laissais aussi toute une clientèle? Oui, oui, j'avais une clientèle sur Paris, mais je vends surtout sur Internet, donc je ne me mettais pas trop en danger à ce niveau-là. Donc tu fais partie de ces Parisiens qui en ont ras-le-bol et qui à un moment donné retournent vers la province? Voilà, le vrai burn-out complet. D'accord. Et sentimentalement, tu es seule à ce moment-là? C'est une décision que tu dois prendre seule? Je suis récemment séparée dans une situation un petit peu délicate, parce que je vis encore avec cette personne sous son toit. Et je dois partir le plus vite possible pour pouvoir le laisser lui continuer sa vie et moi reconstruire la mienne. Alors tu décides de repartir t'installer donc dans un appartement en province, c'est ça? Donc non, mon idée c'est de trouver une maison. Parce que ce qui atteint une limite à Paris, c'est que je ne peux pas avoir de jardin. J'ai vraiment un besoin vital à ce moment-là de créer un potager, d'avoir les mains dans la terre. Et c'est une vraie souffrance pour moi d'être uniquement en appartement. À Paris, je ne peux pas m'offrir d'appartement avec jardin. Donc je cherche une maison à ce moment-là. Et du coup, tu as un budget pour ça? J'ai un budget très limité. Bon, je vais rester locataire pour le moment. Vu que je travaille à mon compte, que je suis maman solo, forcément j'ai un dossier un peu délicat et que les propriétaires n'aiment pas trop. Alors je crois que tu m'as raconté quand on a préparé l'interview que tu as envisagé toutes sortes d'habitats. Ah oui, j'ai tout envisagé pour étudier la faisabilité et pour essayer de correspondre à mes besoins financiers. Et mes moyens financiers surtout. J'ai envisagé l'habitat léger, donc la vie en tiny house pendant un moment. J'ai vraiment pensé à en faire fabriquer une. Ensuite, j'ai vite renoncé à ce projet parce que j'ai des besoins de superficie qui sont un peu plus élevés que ça, avec mon atelier. Et pour ma fille, j'avais finalement opté pour un ancrage dans une ville plutôt que le nomadisme. À ce moment-là, ça me semblait plus cohérent. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, on a un point de départ assez ordinaire. Hein. On a quelqu'un qui veut quitter Paris, qui n'a pas forcément des gros moyens et qui a juste un rêve simple de se reloger dans une maison. Voilà, on pourrait dire que ça ressemble au rêve de pas mal de personnes. Et c'est la manière dont Maureen va s'y prendre, par quel angle elle va regarder sa situation, qui va tout changer. Donc je vais lui laisser raconter un petit peu comment, après avoir écarté voilà, tous les habitats trop légers, trop petits en fait, comment tu vas avoir l'idée de rechercher absolument une maison, pourtant avec des moyens limités. Et une situation complexe et d'urgence en fait. Oui, la maison, c'est quelque chose qui n'est pas négociable pour moi parce que voilà, j'ai besoin de ce plein pied, ce jardin. Et après avoir cherché dans trop petit, des solutions trop petites qui ne me correspondent pas, là je suis partie sur trop gros au début. Et du coup, il n'y a aucun propriétaire qui accepte mon dossier, je suis refusée tout le temps.
Donc j'essuie 3-4 refus. Et plutôt que de me fixer sur quelque chose, sur un but précis, je préfère visiter pour l'instant. Je visite la région, je sais pas encore où je veux aller. Et c'est ce qui presque pose davantage de problèmes, c'est de choisir où. Alors comment tu vas bousculer un petit peu le destin en disant, Voilà. puisque je ne sais pas où, qu'est-ce que tu vas faire comme premier pas pour essayer d'avoir des réponses? Comme je sais pas où, que personne ne veut de moi, j'ai toujours... je suis dans ma galère, hein, belle galère. En fait, un jour, comme voilà, une petite révélation, je me dis pourquoi je fais pas de ce qui a toujours été mon point faible, ma force. C'est-à-dire, j'ai toujours eu de faibles revenus. Sur Paris, j'ai toujours galéré pour trouver quelque chose. J'ai toujours... enfin, je suis seule avec ma fille. Et finalement, à ce moment-là, j'ai une prise de conscience. Je me dis, mais il y a énormément de gens qui sont prêts à t'aider dans ta situation. Et pourquoi tu irais pas frapper aux portes qui sont prêtes à s'ouvrir peut-être pour toi et à ce moment-là, je me dis, oui, mais en fait, je vais demander des logements sociaux pour moi et ma fille. Et ça va se faire de manière... J'ai pas à galérer pour obtenir ce que je veux. Finalement, on va venir m'aider. Donc tu poses un acte de foi. Oui. Et pour la recherche de ta zone géographique, tu t'y prends comment pour affiner un peu du coup, puisque la France c'est quand même vaste? Oui, alors bon, je suis quand même arrivée à me décider sur la région Bretagne, qui est vraiment une région qui m'a appelée de toutes ses forces depuis toujours, parce que c'est mes inspirations profondes. Donc je suis fixée sur la Bretagne quand même. Et comme je sillonne la Bretagne depuis quelques mois sans pouvoir trouver de région que je préfère, parce que j'adore partout, j'adore le Finistère, j'adore les endroits plus escarpés, les endroits plus ensoleillés, les endroits plus verts avec les forêts. Enfin, du coup, j'arrive pas à me décider. Et là, une fois de plus, je me dis, bon, puisque j'arrive pas à me décider, eh ben, je vais laisser la vie décider pour moi, parce qu'en fait, j'ai l'embarras du choix. Et pourquoi pas faire justement de cet énorme champ des possibles une force une fois de plus, en demandant des logements sur toute la région. Un jour, je me mets devant mon ordinateur, et puis je commence à saisir des demandes, puisque maintenant, c'est quand même très facile à faire sur Internet. Je fais des demandes pour chaque département de Bretagne. Alors ça, c'est un acte de foi très fort parce qu'il y a une petite fille en jeu. Oui. Et donc, il y a tout l'inconnu, évidemment, de la rentrée, de l'établissement. Et qui dit ne pas savoir où inscrire son enfant non plus. Donc, voilà, ça demande une démarche comme ça de lâcher prise et de se jeter dans le vide, en fait. Hein, oui, vraiment. c'est un grand lâcher prise. À ce moment-là, il faut préciser qu'on est fin juin. Donc, la rentrée est très proche. Donc, la rentrée est très proche. Mon entourage proche n'y croit pas. Le compagnon avec qui je vis encore, dont je suis séparée, me décourage, me dit que je rêve complètement et que dans 3 mois je ne trouverai jamais quelque chose pour moi et ma fille. Là, on est vraiment au cœur d'histoires vraies, c'est-à-dire que la logique lui donne raison. Hein, effectivement, ça semble peu probable. Et pourtant, bon, tu te dis, je fais un pas après l'autre, je visite la Bretagne, je dépose ces dossiers, et c'est déjà des premiers pas dans le sens de mon rêve. Du coup, les HLM, ils te donnent de l'espoir? Alors, j'ai pas beaucoup de nouvelles d'eux. J'ai juste le papier qui me dit que mes dossiers sont bien enregistrés. J'ai aucun moyen de savoir à ce moment-là si mes dossiers passent sur le dessus de la pile ou sont encore tout en dessous. Début août, j'ai un organisme près de Landerneau qui me téléphone et qui me dit que mon dossier est quand même très délicat, que je rêve totalement parce que vu la date de ma demande, au mieux, vu que je suis quand même dans une situation de précarité extrême et que je suis hébergée par quelqu'un, je peux avoir un appartement. Mais on me fait comprendre qu'en fait je ne choisirais pas. Voilà. Puis il y a une information importante dont on n'a pas parlé, c'est que du coup, 20 ans parisienne égale métro, égale pas de voiture. Tu as ton permis, mais tu ne conduis pas depuis très longtemps. Oui. Donc il faut aussi que tu fasses l'acquisition d'une voiture.
Et c'est une nouveauté quand on ne conduit pas Oui. depuis tant d'années. Ça me terrorise. Ouais. À ce moment-là, j'ai dû braver pas mal de peurs, dont celle-ci qui était pour moi la plus grande, plus que ce saut dans le vide. Ça peut paraître idiot hein, pour ceux qui regardent ça, parce que c'est une voiture. Mais alors moi qui n'ai pas conduit depuis des années, je suis vraiment en situation très délicate quand un ami me prête une voiture. J'ai peur de l'accident, donc je dois en acheter une. Et je la trouve... Ah oui, tu te souviens de ça? Oui, tu l'avais oui. raconté? Je me souviens de ça parce qu'effectivement, ça m'avait moi impressionnée. Hein. Je m'étais mis en situation de quelqu'un qui n'a pas conduit depuis 20 ans et qui doit en plus partir de Paris, donc conduire dans Paris. Moi, c'est ma peur. Alors, tout s'est embriqué en fait, un petit peu comme un puzzle. On était début juillet et je contacte une vieille copine qui va bientôt se marier. Mais qui n'est pas vieille en fait. Non. Qui est juste vieille copine. Non, d'ailleurs, c'est pas une vieille copine, je dis n'importe quoi, c'est une jeune femme qui a travaillé avec moi, qui a posé pour des photos, et puis on est resté en bons termes. Et je vois sur un réseau social qu'elle va préparer son mariage, qu'elle part vivre en Arizona, et que donc elle va épouser l'homme de ses rêves là-bas. De fil en aiguille, elle me dit qu'elle cherche d'ailleurs quelqu'un pour lui faire sa robe de mariée. Et donc je dis, bah allez, Banco, si tu veux, moi je te la fais. C'est quoi le délai? Ah, 1 semaine. Ah d'accord. Donc c'était rigolo. Donc je me retrouve à faire une robe vite là avant le 14 juillet, enfin un truc comme ça. On part choisir les tissus ensemble dans les magasins parisiens. Et c'est là, pendant cette excursion shopping, qu'elle me dit, ah oui, puis d'ailleurs, faut que j'ai ma robe, faut que j'ai ça. Et il faut que j'ai vendu ma voiture avant telle date, parce que je pars vraiment, j'ai mon billet d'avion est pris. Après mon mariage, je décolle. Ah, elle est comment ta voiture? Tu peux m'envoyer? Et voilà, et de fil en aiguille... De fil en aiguille, ça te correspond bien. Ça me correspond bien. La transaction s'est faite en l'espace d'1 semaine. J'avais les clés de ma première voiture. Ça c'est intéressant parce que tu fais un acte de cœur, parce qu'accepter cette robe de mariée, certes c'est du travail, donc un revenu, mais c'est quand même, tu pourrais être très préoccupé et dans une situation où tu n'as pas spécialement envie de te lancer dans la création d'une robe de mariée qui est très exigeante, voilà. Et le fait de poser cet acte, bah, la voiture se présente. Oui. Et puis en plus, alors, en plus d'avoir peu d'argent, etc., et toutes ces difficultés qu'on a évoquées, tu m'expliquais que tu as en plus une sorte d'ultimatum qui fait que ça corse la donne. Oui, alors après cette livraison de robes de mariée et de voiture, je pars un petit peu en vacances et à mon retour, début août, on m'annonce, mon ex-compagnon m'annonce qu'il a posé le préavis et que le 19 août, il faut qu'on soit parti de l'appartement. Donc, tadam, angoisse à ce moment-là, max. on est quelque chose comme le 9 août. Je viens de rentrer de randonnée. L'organisme de Landerneau là m'a totalement découragée en me disant que je trouverais qu'un appartement et encore il n'y croit pas. Personne ne m'a encore téléphoné. Mais entre-temps, j'ai des amis qui me demandent et j'ai une certitude au fond de moi, j'ai une certitude qu'on va m'appeler mi-août. Je sais qu'on va m'appeler. Et je suis sereine d'une certaine façon. Hein. C'est une intuition, tu dirais? C'est une intuition, oui, c'est une intuition en fait parce que une amie m'a posé la question fin juillet et je lui ai dit écoute, je pense que mi-août c'est réglé. Mi-août, je vois bien un organisme, même n'importe où, je ne savais pas, Finistère, Morbihan, Côte d'Armor, on va m'appeler. Ça c'est important parce qu'on parle beaucoup d'intuition à chaque fois sur cette chaîne et on voit que un peu toutes les circonstances sont contre toi, mais que pourtant tu as cette intuition très forte et que tu continues à conserver en toi malgré tous les découragements que tu reçois de toutes parts, en fait, y compris des organismes que tu as sollicités. Donc c'est quand même fort. Oui, à ce moment-là, en fait, il y a un flottement. Je suis dans une phase vraiment de grand flottement. Je ne sais pas ce que je vais devenir, surtout moi et ma fille. Mais pour m'alléger, je choisis à chaque fois de dire mais il ne peut pas m'arriver quoi que ce soit de grave parce que de toute façon... Je suis entourée, j'ai des amis, j'ai de la famille, je ne serai pas à la rue. Qu'est-ce que je risque d'autre que d'aller finalement dormir quelques nuits à droite, quelques nuits à gauche donc j'ai pas l'impression de risquer si gros que ça. Et puis tu m'as expliqué aussi que tu avais fait pas mal donc, de randonnées du coup, pendant cet espace-temps en Bretagne. Oui. Et ton cœur bat là-bas. Oui. Ouais. Alors pendant tout le début août, on a randonné sur la presqu'île de Crozon avec une amie.
Et c'est merveilleux, à ce moment-là, on en prend plein la vue. Et je m'imprègne, je m'imprègne de chaque détail. J'ai l'émotion qui monte en me racontant. À ce moment-là, les moindres détails, en fait, les affiches, les panneaux avec les noms des rues, les hortensias partout en Bretagne, tout me parle et tout me dit, me murmure que c'est là qu'il faut que j'aille. Donc je reste confiante et étonnamment, ça peut paraître bizarre à plein de monde, à ce moment-là, je garde le sourire tout le temps dans mon angoisse, hein, parce qu'il y en a quand même. Il y a quand même beaucoup d'angoisse. J'ai ce sourire et j'ai cette lumière. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai comme outil? Moi, je me suis posé la question pour faire avancer les choses. En fait, je choisis de commencer à empaqueter, à faire mes cartons. Même si je ne sais pas si je vais les poser chez une amie, si je vais retourner chez mes parents. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui va m'arriver fin août. Mais je choisis de commencer à faire des cartons. J'ai que ça à faire, je trie. Je donne énormément de meubles, je me libère. Là, tu apportes de l'eau à mon moulin, parce que c'est souvent ce que je raconte, et j'aurais plein d'anecdotes et d'histoires vraies à ce sujet. On parle souvent du premier pas dans le vide. Alors, en termes de religion, on dit souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ben, c'est ça, justement. C'est je demande, mais je pose des actes concrets pour m'aider, pour aller dans le sens quoi, de mon rêve. Donc on est là, on a la foi, on a le cœur, on a l'intuition. En fait, on a un peu tous les ingrédients qui sont réunis. On a le oser franchir ses peurs, c'est-à-dire le courage. Et voilà, donc déjà, on a tous les bons ingrédients de départ qui font une belle histoire vraie à venir. Et alors, donc, tu es dans les cartons. Alors, et on a hâte de savoir. Parce que, donc, je suis dans les cartons. Et c'est le 12 août, donc 3 jours après mon retour, où j'ai appris la nouvelle que je devais balayer le plancher. 12 août, j'ai un message d'une agence du Morbihan disant qu'une maison est disponible si je le souhaite. Je peux les rappeler à ce numéro. Et donc, je les rappelle immédiatement. Et on m'annonce qu'il y a une jolie maison toute en pierre, avec jardin, dans un petit village que je connais absolument pas. À ce moment-là, je me dis qu'est-ce que c'est que ce petit village. Donc je vais tout de suite voir. En plus, elle me demande mon avis. Elle me dit si ça peut vous plaire. Alors une maison avec un cachet, et en plus on lui demande son avis. J'adore. Donc là j'hallucine parce que moi qui ai toujours eu toute ma vie à choisir entre le moins pire, entre ce qui est à ma portée, donc des fois des petits apparts tout exigus, enfin j'ai toujours pris ce que je trouvais en fin de compte. Et là je me rends compte que là on me demande, on me sert ça sur un plateau. Qui a été entièrement refaite, en plus, cette maison, enfin en intérieur, je veux dire, elle a été rénovée. Oui, une maison, tout nickel. Cette maison risque d'être libre pour la mi-septembre ou début octobre, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, moi je suis prête à attendre. J'ai tellement foi, j'y ai mis tellement de positivisme en fait dans cette histoire que je me dis je ne vais pas me laisser décourager par un mois d'attente. Voilà, et du coup je fonce sur Maps pour regarder mais où est ce petit... Et je me rends compte que ce petit village est pile à côté d'une ville une ville charmante de la Gacilly, que j'avais visitée au mois de juin pendant toutes mes pérégrinations. Et c'était pour un festival photo. Et ce village vraiment touche, est juste à côté. Et là j'hallucine, je me dis, oh, c'était vraiment le département auquel je croyais le moins, parce que très demandé par les Parisiens. Dans les lâcher-prises, il y avait aussi on s'en fout. Tu sais quoi, j'ai dit à ma fille, tu sais quoi, on s'en fiche, tape-moi dans la main. On fait l'école à la maison l'année prochaine, ça nous enlève un poids sur la poitrine. Et c'est, je pense, qui a aussi contribué à faire avancer le projet. C'est qu'on a totalement lâché prise. Alors du coup, on a hâte que tu nous décrives cette maison. On pourra mettre des photos, mais... Ah oui. Voilà. Bon alors, voilà un petit morceau. Voilà, je vais essayer de lever. Alors, je suis jamais très douée hein, quand je fais du live comme ça. C'est le soir, il fait sombre. Waouh. C'est magnifique. Alors, je vais pas tourner parce qu'on a un peu mis de bazar. Bah, c'est une maison toute en pierre apparente, comme les typiques maisons bretonnes. Une ancienne longère qui est rénovée, donc divisée. Avec un grand jardin à l'arrière où je vais pouvoir faire un potager et tout entouré de champs. Il n'y a que des champs autour.
Il y a 2 vieilles granges abandonnées, ce qui apporte du cachet au lieu. Très très peu de voisinage, c'est dans un hameau. Donc ça c'est ce qui est génial, c'est que j'osais vraiment pas espérer d'être en dehors d'un bourg. Toutes les maisons que je voyais sur les annonces étaient toujours dans des bourgs, parce que le parc social, en général, chaque village a un petit peu de logements sociaux, mais c'est souvent dans les bourgs. Le salon est fait de telle façon qu'il y a un recoin qui te permet d'avoir ton atelier de créatrice. Et encore mieux, c'est rare dans une petite maison, il y a 2 salles de bain et, il faut le dire, tu fais des teintures végétales. Oui. Donc c'est formidable, tu peux avoir ton espace salle de bain et en même temps continuer à utiliser un point d'eau pour ton travail. Je peux continuer ma popote dans ma petite salle de bain du rez-de-chaussée, c'est vrai. C'est super fort comme histoire et moi j'aimerais terminer en te posant une question sur... tu nous racontes un petit peu cette première journée où vous avez eu les clés, toi et ta fille, de cette maison. Parce que je sais que c'est un moment hyper fort. À ce moment-là, c'est que dire d'autre que merci. Merci. On a crié de joie, chanté, dansé la polka. On a tout de suite investi les lieux, en même temps timidement. Je l'ai mis moi aussi. On était très intimidés par cette grande maison qui pour nous était comme un manoir. On n'avait jamais vécu dans si grand. Et c'était une concrétisation et en même temps une libération, un grand rêve qui se réalisait pour moi. C'était énorme. Je pensais jamais mériter ça en fait. Je pensais ne pas le mériter. Donc c'est un jour énorme. Maureen, je te remercie et en plus tu m'apportes parfaitement le mot de la fin parce que ce qui manquait un petit peu à tous les ingrédients qu'on a indiqués tout à l'heure pour faire de sa vie une vie magique, c'est la gratitude et je crois que chaque date anniversaire vous marquez le coup. Oui, le 28 novembre on fait un repas de fête pour célébrer notre arrivée dans cette belle maison. Ne pas oublier de remercier quelles que soient les galères qu'on a pu traverser et voilà, et quand les énergies elles sont là, et c'est ça justement quand je dis des fois c'est pas de la magie, tout le monde a ça en soi, c'est exactement ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'est pas facile, mais ça demande ça, dépasser ses peurs, avoir du courage, suivre ses intuitions, avoir la foi, ne pas oublier de témoigner de la gratitude quand enfin ça se concrétise, et poser des actes dans le sens, pas attendre que ça tombe tout cru. Ça va arriver, comme par magie, voilà la réponse, mais en réalité tu as posé plein d'actes. Voilà, la voiture, l'école à la maison, les randonnées, enfin plein de choses dans ce sens-là, je m'inscris partout. Et en fait, tu as créé les conditions nécessaires à ce que les énergies te répondent. On pourrait dire ça te semble juste? Oui, j'ai totalement invité, j'ai invité ma chance. Ouais. J'espère que cette histoire vous aura inspiré. Si vous êtes dans une situation précaire, de galère et d'incertitude, eh ben, tout est possible. Merci Florence. Merci. Et on va passer pour des sorcières. Eh ben, c'est ce qu'on est. Attends. Je pourrais le mettre dans le making-of. Tais-toi, chère femme, russe, forte et sexy. Je suis là à toute heure, du jour et de la nuit. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être n'importe